Bonjour à toutes et à tous. La rédaction pénale Lefebvre Dalloz est ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau décryptage de l'actualité jurisprudentielle en matière pénale. Nous avons sélectionné pour vous 3 décisions rendues dans le courant du mois de février. Le premier arrêt a été rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 17 février. Elle décide de renvoyer au Conseil constitutionnel une question particulièrement sensible, dans le cadre de la procédure relative aux soupçons de prise illégale d'intérêt pesant sur l'actuel garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Le 1er juillet 2021, une perquisition a lieu dans les locaux du ministère de la Justice. Des documents et des données informatiques sont saisis. Les demandes d'annulation de ces perquisitions et saisies sont rejetées. Mais leur irrégularité est de nouveau soulevée au moment du pourvoi dirigé contre l'ordonnance de renvoi de l'affaire devant la Cour de justice de la République. Les avocats soulèvent à cette occasion une question prioritaire de constitutionnalité, ou QPC, dans les termes suivants. Les dispositions des articles 56, 57 alinéa 1er et 96 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles autorisent la perquisition au sein du siège d'un ministère, lieu d'exercice du pouvoir exécutif au sens de l'article 20 de la Constitution, sans assigner de limite spécifique à cette mesure, ni l'assortir de garanties spéciales de procédure permettant de prévenir une atteinte disproportionnée à la séparation des pouvoirs, porte-t-elle atteinte à ce principe, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'à l'article 34 de la Constitution, qui impose au législateur de fixer les règles concernant la procédure pénale. L'Assemblée plénière décide que cette question présente un caractère nouveau en raison de son enjeu institutionnel. Il appartient donc au Conseil constitutionnel de décider des suites à lui donner dans un délai de 3 mois. Le deuxième arrêt sélectionné est une décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 2 février qui condamne la France pour non-respect du droit au procès équitable. L'application de l'article 502 du Code de procédure pénale est à la source de ce contentieux. Cet article prévoit que la déclaration d'appel est signée soit par l'appelant, soit par un avocat, soit par un fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Mais que se passe-t-il lorsque l'appelant est incarcéré? Peut-il demander à un proche de faire appel à sa place en présentant une simple procuration? Les juges français ont répondu par la négative. L'appel du mari d'une femme incarcérée a ainsi été déclaré irrecevable parce qu'il n'était pas muni du pouvoir spécial établi à cet effet. La condamnée a porté l'affaire devant la Cour de Strasbourg, invoquant une violation du droit à un procès équitable. Et a raison. Fidèle à sa jurisprudence antérieure, la Cour indique que l'excès de formalisme de la part des juridictions nationales est susceptible d'engager la responsabilité de l'État, dès lors que le requérant se trouve dans l'impossibilité de voir sa cause entendue équitablement. Cette décision est fidèle à sa jurisprudence, puisque la Cour considère que le droit d'accès à un tribunal doit être concret et effectif. Des règles procédurales trop techniques ou abstraites pour les justiciables peuvent donc engager la responsabilité des États. Le dernier arrêt que nous avons choisi de vous présenter est un arrêt de la Chambre criminelle du 1er février dernier. Il concerne les éléments constitutifs du délit de banqueroute. Dans cette affaire, un travailleur indépendant, membre du Mouvement pour la libération de la protection sociale, refuse de régler sa CSG et sa CRDS. Pour échapper aux saisies décidées par l'URSSAF, il transfère une partie de son patrimoine à son fils. Il ne laisse sur ses comptes en banque que des sommes dérisoires. L'URSSAF saisit le tribunal de commerce afin de faire constater l'état de cessation des paiements, tandis que le parquet ouvre une enquête. L'entrepreneur est par la suite condamné pour banqueroute par augmentation frauduleuse du passif social. Mais il reproche au juge de l'avoir condamné alors que l'élément matériel de l'infraction est absent et forme un pourvoi en cassation. Pour lui, la banqueroute suppose la réalisation d'un acte positif destiné à augmenter le passif de la société. Le fait de s'abstenir de payer une dette, en l'espèce ses cotisations sociales, ne rentrerait donc pas dans les prévisions de l'article L654-2 troisièmement du Code de commerce, qui réprime la banqueroute par augmentation frauduleuse du passif. La Chambre criminelle lui répond par un raisonnement en 2 temps. En premier lieu, l'article L654-2 troisièmement n'exclut aucune modalité d'augmentation du passif. Ensuite, elle précise que le comportement du prévenu est frauduleux, dès lors qu'il consiste en une omission
manifestement délibéré de s'acquitter des cotisations sociales dues. C'est la première fois à notre connaissance que ces précisions sont apportées au sujet de la banqueroute par augmentation frauduleuse du passif social. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo de 5 minutes d'arrêt en pénal.